Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Un jugement sans précédent sous la Ve République. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il a fait appel, ainsi que les 2 autres personnes condamnées. Le couvre-feu sera-t-il levé partout en France dans 4 à 6 semaines? C'est le souhait exprimé ce matin par Emmanuel Macron. Où en serons-nous alors de la vaccination? L'épidémie sera-t-elle enfin maîtrisée? Réponse dans quelques minutes. Notre enquête à Nîmes, dans un quartier qui subit la loi des trafiquants de drogue. Ils ne craignent pas la police et ont même pénétré à l'intérieur d'une école de la ville. Dans ce journal également, nous vous aiderons à décrypter les toutes nouvelles étiquettes collées depuis ce matin sur les produits électroménagers. Elles doivent inciter les fabricants à concevoir des appareils qui consomment moins. Enfin, nous irons en Sicile assouvir nos envies d'évasion et de gourmandise. Vous goûterez un chocolat dont la recette a été inventée par les Aztèques. Il est toujours fabriqué artisanalement dans le village de Modica. Trois semaines de procès, 11 semaines de délibéré et un jugement qui fera date. Pour la première fois, un ancien président de la République a été condamné à de la prison ferme. Certes, la peine infligée à Nicolas Sarkozy et à ses 2 co-accusés est aménageable, mais elle marque les esprits. Thibaut Malandrin et Lionel Audibert étaient cet après-midi dans la salle d'audience. En entrant dans la salle d'audience, Nicolas Sarkozy en est persuadé, selon ses proches. Il va être innocenté. Mais très vite, les mots lus par la présidente du tribunal sont cinglants. Les faits dont s'est rendu coupable M. Nicolas Sarkozy sont d'une particulière gravité, ayant été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice. L'ancien président est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, tout comme son ami et avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Pour le tribunal, il existait bien un pacte de corruption entre les 3 hommes. La défense de Nicolas Sarkozy se dit stupéfaite. Cette condamnation suscite à la fois notre incompréhension, mais aussi, je dois le dire, notre indignation. Un jugement, normalement, un jugement retient des preuves. Un jugement identifie des preuves. Et là, nous avons un tribunal qui a été dans l'incapacité de trouver des preuves et qui fait appel à un faisceau d'indices. C'est quand même rarissime et je pense que ça se passe de commentaires. Septembre 2013. Nicolas Sarkozy est placé sur écoute dans le cadre d'une enquête sur le financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Les juges découvrent alors que pour dialoguer avec son avocat, Thierry Herzog, l'ancien président utilise une autre ligne téléphonique sous le nom de Paul Bismuth. Sur cette ligne, Nicolas Sarkozy dit à son avocat qu'en échange d'informations favorables le concernant dans l'affaire Bettencourt, il souhaiterait aider le magistrat Gilbert Azibert à obtenir un poste à Monaco, poste qu'il n'obtiendra finalement jamais. Mais peu importe, pour le tribunal, l'intention est là, ce que contestent les avocats de la défense. Ce qui est rappelé par le tribunal, ce ne sont en rien des indices d'un pacte de corruption. Les relations d'affaires, la proximité entre des protagonistes ne caractérisent en rien, selon moi, un pacte de corruption. Le tribunal a aménagé la peine de prison ferme en détention à domicile avec bracelet électronique. Mais les 3 prévenus ont fait appel, un appel suspensif. L'ancien président redevient donc ce soir un homme présumé innocent. Et Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec la justice en ce mois de mars. Il sera de retour ici même, au tribunal judiciaire de Paris, dans très précisément 16 jours. Cette fois, il comparaîtra aux côtés de 13 autres prévenus dans l'affaire dite Big Malion. La justice lui reproche un dépassement de ses dépenses électorales lors de la campagne présidentielle de 2012. Cette condamnation a bien sûr suscité de très nombreuses réactions politiques. Certains estiment que la peine est disproportionnée, d'autres se réjouissent que la justice soit passée. Noé Gandillot, Bastien Auger et Mathieu Desmoulins. À droite, Nicolas Sarkozy reste une figure centrale. Et même pour certains, un recours possible pour 2022. C'est le cas de Christian Jacob, patron des Républicains et soutien indéfectible de l'ancien président. Il n'y a, encore une fois, ni corrompu, ni corrupteur et 3 ans de prison. La disproportion de la peine est choquante. Soutien aussi de tous ceux à droite qui ont en vue l'élection présidentielle. Bruno Retailleau, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui dit son respect et son amitié à Nicolas Sarkozy et ajoute:
Toutes les voies de recours doivent être utilisées pour qu'il puisse laver son honneur et que toute la vérité soit faite. Ce soir, l'ancien président peut aussi compter sur l'appui du ministre de l'Intérieur, qui est aussi l'un de ses proches. Nicolas Sarkozy, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Hors de la galaxie sarkozyste, deux stratégies. Peu d'indulgence à gauche. En revanche, le RN, qui convoite les voix de la droite, ménage l'ancien président. Je trouve cette condamnation infondée, disproportionnée et humiliante. Personne ne peut se sentir au-dessus de la justice. Donc si quelqu'un a fauté, il doit être condamné. Ce soir, Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé, mais son épouse, Carla Bruni, parle sur les réseaux sociaux d'un acharnement et assure que le combat judiciaire de son mari continue. Bonsoir Adrien Gindre. Les adjectifs sont parfois galvaudés, mais cette décision, ce jugement est sans précédent. Effectivement, on aurait pu comparer avec la condamnation de Jacques Chirac en 2011, mais c'était en réalité de manière totalement différente que les choses se sont passées cette fois-ci. Jacques Chirac n'avait eu que du sursis, pas Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac était déjà retiré de toute vie active, pas Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac, enfin, avait accepté la décision sans faire appel, pas Nicolas Sarkozy. Tout cela nous donne donc un retentissement sans commune mesure. Et puis il y a les commentaires, on les a entendus. L'affaire n'est pas uniquement judiciaire, elle est devenue politique pour au moins deux raisons. D'abord, les proches de l'ex-président dénoncent un acharnement et donc ils ont choisi de poursuivre le débat en dehors du tribunal. Ensuite, ces mêmes proches, pour certains d'entre eux, espéraient toujours que Nicolas Sarkozy puisse être un recours pour la droite en 2022, même si lui s'est toujours défendu de vouloir revenir en politique. Ce qui est sûr, Gilles, c'est qu'il va encore falloir attendre pour savoir si la carrière politique de Nicolas Sarkozy, avec le jugement en appel, sera ou pas assombrie d'une tâche judiciaire. Merci beaucoup Adrien pour cette analyse. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'évolution de l'épidémie de Covid. Nous reviendrons dans un court instant sur la possible levée du couvre-feu partout en France dans 4 à 6 semaines. En attendant, à partir de demain matin, les 16 000 travailleurs frontaliers qui habitent en Moselle et qui travaillent en Allemagne, à quelques kilomètres de là, ne pourront franchir la frontière que s'ils sont munis d'un test PCR ou antigénique négatif. Comment faire concrètement ? Reportage sur place, Florian Litzler et Sébastien Madoiseau. Des pharmacies prises d'assaut dès l'ouverture ce matin en Moselle. C'est pareil, devant ce laboratoire médical, la file d'attente jusqu'au coin de la rue pour se faire tester. Tony Scaglione est français, soudeur en Allemagne. Il a besoin d'un test pour aller travailler demain, mais on lui dit à chaque fois d'aller voir ailleurs. C'était trop tard, c'était fini, il y avait trop de gens. Ça fait le 5e laboratoire que je cherche pour faire un test. Ici, il finit par trouver une place. Un peu angoissé, c'est son premier test, une expérience qu'il n'a pas du tout envie de réitérer. Il va falloir trouver une autre solution parce que ça ne va pas le faire. C'est pas agréable. Non, pas du tout. Pas le choix pourtant pour les 20 000 Mosellans qui travaillent en Allemagne. Le test PCR ou antigénique de moins de 48 heures est obligatoire à partir de demain. Une décision allemande qui passe mal dans le département. C'est un peu triste qu'à Berlin, on voit l'Allemagne, mais on ne voit pas la situation des frontaliers. C'est une contrainte, parce qu'on fait la file pendant 1 heure, il faut attendre le résultat pendant 1 heure. On perd toute la matinée et c'est dans 2 jours, il faut revenir. La Sarre, la région allemande voisine, ne peut économiquement pas se priver de ses travailleurs frontaliers. Dans cette usine de pièces automobiles, il y a 8000 salariés, dont 1000 Mosellans. Depuis aujourd'hui, ils peuvent se faire tester directement sur le site. Pas besoin de prendre rendez-vous chez le médecin, pas besoin d'ordonnance, pas besoin d'aller au laboratoire. On fait ça tout de suite, c'est rapide. En Allemagne, les tests sont payants, mais ici, les salariés ne déboursent pas 1 euro. C'est l'employeur qui paye. Le centre a été installé en quelques jours. C'était vital, d'après la direction. Les frontaliers sont une part importante de notre force de travail. On veut et on a besoin qu'ils puissent venir au travail dans ces temps difficiles. Toutes les entreprises ne peuvent pas assurer un tel service. Alors les autorités allemandes vont elles aussi proposer des tests aux frontaliers dans des centres comme celui-ci. Il est établi pile sur la frontière. Le centre est presque prêt, là ce sont les derniers préparatifs. Vous voyez, on est en train d'installer les banderoles qui indiquent sa position. Demain, donc, dès 6 heures, les travailleurs frontaliers pourront venir se faire dépister ici gratuitement avant d'arriver en Allemagne. Est-ce un vœu, une prédiction, une certitude ? Ce matin, Emmanuel Macron a invité les Français, je le cite, à tenir encore 4 à 6 semaines avant un assouplissement des restrictions sanitaires. C'est la première fois qu'il évoque avec autant de précision une sortie de cette crise. Sur quels éléments concrets se base-t-il ? Julien Roux, Jean-Pierre Ferret et Julien Clouzot font le point.
Tenir encore 4 à 6 semaines avant que certaines restrictions, comme le couvre-feu à 18h, puissent être assouplies. Comment accueillez-vous cette nouvelle perspective? On n'a pas le choix, on va se plier à ça en espérant un jour meilleur. Je préfère un couvre-feu encore un peu qu'un confinement, surtout pas de confinement le week-end, non, et ça c'est pas possible. J'aurais préféré un confinement général, une bonne fois pour toutes, et qu'à partir de là, on espère une amélioration. Une amélioration qui pourrait bien arriver le mois prochain, selon Emmanuel Macron. Et voilà les raisons de son optimisme. En avril, 2 tiers des plus de 75 ans seront vaccinés. Et les injections pour les Français âgés de 65 à 74 ans auront commencé. C'est aussi en avril qu'un 4e vaccin devrait être disponible en France. Celui du laboratoire américain Johnson & Johnson. 2,7 millions de doses supplémentaires attendues. Dans le même temps, les livraisons des 3 premiers vaccins déjà sur le marché devraient monter en puissance. Au total, 35 millions de doses devraient être livrées d'ici la fin avril. Le vaccin semble efficace, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on ne peut pas uniquement compter sur le vaccin, il faut également compter sur ce qui reste, les vestes barrières et la panoplie de médicaments, de traitements. Il faudrait également passer le cap du mois de mars. Avec la progression des variants, le nombre de cas pourrait exploser d'ici une quinzaine de jours, selon les dernières projections de l'épidémie. Le pari du président, c'est aussi de se dire que peut-être l'arrivée du beau temps freinera un peu la transmission du virus, mais ce que je ne pressens pas, c'est une rapide décrue de l'épidémie dans les 4 à 6 semaines qui viennent. L'heure n'est pas encore à un assouplissement des restrictions, bien au contraire. De nouvelles mesures sont attendues dans une vingtaine de départements placés sous vigilance renforcée. Et oui, précisément, Julien vient de le dire, 20 départements sont toujours placés sous étroite surveillance par le gouvernement. Si la situation sanitaire se dégrade, des mesures encore plus restrictives pourraient être instaurées. À l'échelle locale, certains n'ont d'ailleurs pas attendu. C'est le cas en Eure-et-Loire, où se sont rendus Joséphine de Vambé, Jean-Yves May et Maud Gatineau. Des contrôles plus sévères et plus fréquents dans le centre-ville de Chartres. Bonjour monsieur, pensez à mettre correctement le masque s'il vous plaît. Merci. Obligation de porter le masque et de respecter le couvre-feu, interdiction des attroupements et de la consommation d'alcool dans les rues. Bonjour mesdames, est-ce que je pourrais parler à la responsable du magasin s'il vous plaît? Les jauges de fréquentation maximale dans les commerces pourraient également être abaissées dans les prochains jours. Je vois que la signalisation est mise en place à l'entrée du magasin, donc c'est très bien. Des mesures prises dans toute l'Eure-et-Loire, départements placés en vigilance renforcée et bien comprises par les habitants. Le masque, je pense que c'est quand même assez respecté le masque. Le couvre-feu, pas du tout. Enfin, beaucoup moins. Renforcer les contrôles, rappeler à l'ordre. Après, c'est peut-être pas nécessaire non plus de verbaliser à chaque fois, si vous voulez. Ici, chacun redoute un reconfinement le week-end. On travaille toute la semaine, donc au moins profiter de son week-end. Moi, je trouve que moralement, ça va être compliqué s'il faut qu'on soit de nouveau confiné. C'est la tension à l'hôpital qui inquiète la préfecture. Le service de réanimation est plein, 3 lits supplémentaires ont été ouverts et des transferts de patients vers l'hôpital de Tours sont envisagés. On a un petit peu l'impression qu'on vit un jour sans fin et que chaque semaine apporte son lot de difficultés. L'arrivée du variant est telle qu'on a l'impression que les gens se contaminent quand même plus facilement aujourd'hui. Donc oui, on attend beaucoup de ces mesures. La forte proportion du variant britannique, 74% des cas, est préoccupante. La température, c'est ça. Ça n'exclut pas que si l'on continuait cette augmentation qui nous a frappé quand même très rapidement, en une semaine, eh bien que nous aurions à prendre des mesures encore plus restrictives. Mais il reste un paradoxe, ça n'est pas en ville, mais dans la zone la plus rurale du département, le Perche, que le taux d'incidence est le plus haut, 370 pour 100 000 habitants. L'une des principales sources d'inquiétude est liée à la présence de variants du virus. À Chambourcy, dans les Yvelines, une commune d'un peu moins de 6 000 habitants, 12 cas de variants sud-africains et brésiliens ont été détectés. Le maire a décidé de fermer pour une semaine tous les établissements scolaires de la ville, ainsi que les crèches. Une vaste campagne de dépistage a également été lancée. Pour mieux lutter contre la propagation de ce virus, des tests salivaires vont être déployés en France.
Le Premier ministre Jean Castex voudrait que 300 000 de ces tests soient réalisés chaque semaine dans les écoles. De nombreux pays pratiquent déjà cette méthode qui est beaucoup moins intrusive que le test PCR. C'est le cas depuis juin dernier du Japon. Regardez ce reportage à Tokyo de Constantin Simon et Pierre-Emmanuel Delettré. Dans cette machine, pas de boisson. Mais depuis fin janvier, des kits de dépistage salivaire contre le coronavirus. 35 € l'unité. Cette mère de famille en achète 3 car elle va passer un week-end chez ses parents. On n'a pas de symptômes, mais mes parents sont un peu inquiets. Dans les cliniques, il faut attendre. Ça prend beaucoup de temps. Le dépistage salivaire, c'est l'une des spécialités du Japon. Cet étudiant de 17 ans effectue son 6e test dans cette petite clinique. Il étudie à l'étranger et doit souvent se faire dépister pour prendre l'avion. Remplissez jusqu'à la ligne. La méthode consiste à remplir un flacon de salive. Cela prend 10 minutes maximum, un prélèvement que le patient fait seul, dans une salle qui sera décontaminée. Ma bouche est juste un peu sèche, je ne sais pas pourquoi. C'est beaucoup moins gênant, vous n'avez pas à vous mettre quelque chose dans le nez et vous pouvez le faire vous-même. C'est très facile. Moins pénible notamment pour les enfants. Ce test est aussi moins risqué pour le personnel médical. Quand on fait un test par voie nasale, le patient doit enlever son masque. On doit s'approcher et avec la stimulation du coton-tige, le patient peut éternuer, tousser. L'échantillon est emmené dans cette petite glacière vers un laboratoire à 5 minutes de marche. Le résultat est obtenu en 3 heures. Ce virus se transmet par la salive, par les postillons de salive que nous rejetons dans l'air. Donc tester la salive, c'est très logique et très efficace. Selon les autorités japonaises, le test salivaire serait même aussi efficace que celui par voie nasale. Tout autre chose à présent, 3 jours après la mort d'un adolescent de 15 ans à Bondy, en Seine-Saint-Denis, les 2 principaux suspects, 2 frères de 17 et 27 ans, ont été ce soir mis en examen pour assassinat et incarcérés. Pendant ce temps, en déplacement dans le Gard, aujourd'hui à Alès, puis à Nîmes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis des moyens supplémentaires pour lutter contre la délinquance et en particulier le trafic de drogue. À Nîmes, les règlements de compte ont fait 5 morts ces 12 derniers mois. Regardez cette enquête édifiante tournée sur place par Vincent Lameau et Grégory Hudron. La vitre de ce commerce porte encore la trace d'une scène de guerre. C'était le 15 juin dernier. Et il y a eu cette attaque de balles. Le soir même, il y a eu un mort. C'est le Far West. Dans ce quartier à 10 minutes du centre-ville de Nîmes, 2 bandes rivales se livrent à une guerre de territoire pour le contrôle du marché de la drogue. Des tirs à la Kalachnikov en plein jour, comme le montre cette vidéo filmée il y a 3 mois par une habitante. En un an, 3 personnes ont perdu la vie. Au milieu de cette zone, une école vit dans l'angoisse. Certains parents ont accepté de nous parler malgré les risques de représailles. On a toujours cette boule au ventre de ramener nos enfants à l'école. On n'est pas à l'aise parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas la première fois qu'il y a des jeunes qui ont pris une balle perdue comme ça. Mais le jour où il y a un enfant qui se fera tuer, je pense que là, les choses bougeront. Il y a des petits qui sont vraiment choqués, qui ne veulent plus venir à l'école. J'ai envie de changer mes enfants d'école. On ne va pas rester ici. En décembre, 3 individus se sont même introduits dans la cour de l'école. Ils tentaient d'échapper à la police. C'est par là. Ensuite, on passe sur le toit de la maternelle. Et on saute dans la cour de l'école. Le directeur a dû gérer cette journée de panique. Une centaine d'élèves confinés dans la cantine, allongés dans le noir de longues minutes. Des alertes à répétition, expérience traumatisante. Ça fait des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui ne veulent plus venir à l'école, des enfants qui ont peur de mourir lorsqu'on les confine parce qu'il y a des tirs, des enfants qui sont moins concentrés, qui sont très excités, mais en tous les cas... c'est vraiment triste. Pour éviter les intrusions, cette clôture de 3 mètres a été installée. 2 policiers municipaux sécurisent aussi chaque jour l'arrivée et le départ des élèves. Leur présence ne dissuade pas les dealers. Certains se tiennent à quelques mètres de l'établissement. L'un d'entre eux a accepté de nous parler à visage caché. Devant ces garages, l'un des plus gros points de vente du quartier.
Les clients achètent la drogue en voiture ou à pied. De la résine de cannabis et de l'herbe. Ça, c'est de 20 € de bœuf, ça. Et ça, c'est juste de shit. Dans ce quartier, le trafic rapporterait aux dealers entre 10 et 15 000 € par jour, selon la police. Ce vendeur n'a pas de mal à nous montrer l'argent en plein jour. Dans ce quartier où 7 personnes sur 10 sont au chômage, difficile selon eux de résister à l'argent facile de la drogue. Pour moi, ça va faire 2 ans, 1 an et demi. J'ai essayé de faire des démarches, on cherche des formations, mais ça ne nous fait rien. Ça veut pas nous aider, on dirait. On essaye. Tout à coup, notre interview est interrompue. C'est juste que... Le vendeur est prévenu, la police approche. Donc là, ça crie pour alerter qu'on arrive, en fait. Vous pouvez entendre. Des agents patrouillent tous les jours pour rassurer, effectuer des contrôles et interpeller les vendeurs. Insuffisant pour stopper le trafic. On va interpeller le petit dealer qui aura travaillé la journée. La tête de réseau vont rapidement trouver quelqu'un qui va faire le boulot de vendre dans la sacoche pour 100 € ou 150 €. Mais si on n'était pas là dans le quartier, je pense qu'il y aurait peut-être encore plus de trafic de stupéfiants et que la population serait encore moins en sécurité. Pour arrêter le trafic, l'État affirme apporter des solutions. Des agents de police supplémentaires dès avril, pas assez pour le maire. On va recevoir 13 policiers en plus, alors qu'il en faudrait pratiquement 50. Donc je crois qu'effectivement, ce n'est pas les CRS qui viennent une semaine et qui s'en vont qui règlent le problème. Sur le long terme, un vaste projet de rénovation urbaine est lancé. Au total, 400 millions d'euros prévus pour les quartiers sensibles de Nîmes. Et puis on vient de l'apprendre pour ce qui concerne l'épidémie. Le vaccin fabriqué par AstraZeneca va finalement pouvoir être administré en France aux personnes âgées de 65 à 74 ans avec des comorbidités. Annonce faite il y a quelques instants par Olivier Véran, décision qui devrait permettre d'accélérer la campagne de vaccination en France. En déplacement dans le Gard aujourd'hui, puis à Alès, je vous le disais il y a un instant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donc pris ces mesures importantes concernant la sécurité des Français. Et puis par ailleurs, le salon de l'agriculture, vous le savez, aurait dû ouvrir ses portes aujourd'hui, salon annulé pour cause d'épidémie. C'est également aujourd'hui que les 400 000 agriculteurs français ou leurs représentants négocient âprement les prix avec les grandes surfaces. Exemple avec les éleveurs de poules pondeuses. Ils réclament une hausse de 1 centime par œuf. Cela ne paraît pas insurmontable, mais les chaînes d'hypermarchés s'y refusent. Illustration en Vendée, Nicolès et Sébastien Guerche. Opération coup de poing cet après-midi aux herbiers. Ces agriculteurs déterminés bloquent l'entrée de cette grande surface. Ils réclament de meilleurs prix pour leurs produits. Ça fait 30 ans que je suis dans la profession, ça fait 30 ans que moi, tiens, ma trésorerie elle est comme le sac qui branle, là. Il n'y a plus rien dedans. Si ça continue comme ça, dans 5 ans on n'est plus là. Des actions menées en particulier par les producteurs d'œufs ces derniers jours, comme ici près de Nantes ou dans cette enseigne de Rennes. Ils peinent à vivre de leur métier. Cet aviculteur produit près de 150 000 œufs chaque jour. Depuis 1 an, travailler sereinement est difficile. Mais le confinement, donc les cours des œufs se cassaient la figure dû à la baisse de la consommation en général. Et le deuxième coup de massue, ça a été la hausse des céréales, la hausse de l'alimentation des poules. C'est clair et net que tous les jours, on se lève le matin et on perd de l'argent, quoi. Depuis 6 mois, le prix de l'alimentation des animaux s'est envolé. Plus 20% rien que pour le blé. Des aliments qui représentent la moitié du coût de production d'un œuf. Cette agricultrice a fait les comptes. Avant l'augmentation, on était à peu près à 7 centimes du coût de production de l'œuf. Et là, on arrive à 8 centimes. Une situation inquiétante pour cette jeune femme qui possède 30 000 poules. Elle a investi plus d'1 million d'euros dans des bâtiments modernes. Si ça continue comme ça, moi je perds 60 000 euros à l'année, sachant que j'ai le bâtiment à payer, que ça fait que 1 an que je suis installée. Si ça augmente, moi je peux plus vivre et je peux plus payer ce que j'ai à payer. À l'heure où le consommateur souhaite davantage de produits locaux, la profession demande une hausse de 1 centime par œuf vendu. Cela représenterait 2,30 € par client et par an. Ils souffrent particulièrement en cette période de pandémie. Les jeunes ont le plus grand mal à trouver un emploi, un stage, une alternance. Le dispositif Un jeune, un mentor a été lancé par le gouvernement aujourd'hui avec l'espoir que 100 000 jeunes de moins de 26 ans puissent en bénéficier cette année.
Au-delà de cette mesure, comment le plan de relance se traduit-il concrètement sur le terrain? C'est ce qu'ont voulu savoir Guillaume Frixon et Patrick Delanne à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. C'est son premier jour, celui d'un contrat d'une durée de 6 mois. À 22 ans, Anthony a retrouvé énergie et motivation. Il vous faut le même modèle, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Entre problèmes personnels et difficultés à trouver un emploi, le jeune homme a passé plus de 2 ans sans travail. Alors cette opportunité, il ne l'a pas laissé passer. Savoir que j'ai trouvé un travail, c'est quelque chose qui me rend très fier moi et je sais que ça va m'aider pour mon prochain futur. Et je rends fier mes parents en même temps. Donc... Des primes pour le recrutement en apprentissage, des aides à l'embauche de 4 000 € ou la prise en charge de près de la moitié du SMIC pour recruter un jeune de moins de 26 ans comme Anthony, les initiatives ne manquent pas. L'an dernier, dans le Puy-de-Dôme, 3 600 personnes ont profité du plan « Un jeune, une solution », un cercle vertueux pour ce directeur de magasin. Si on n'avait pas ce dispositif mis en place, c'est clair que on ne pourrait pas se permettre de prendre peut-être des gens sur une durée aussi longue. Donc on ferait peut-être des contrats comme ça, soit par intérim ou des contrats plus courts. Avec l'optique de penser la France de 2030, le plan de relance veut appuyer l'industrie au cœur des départements. Et parmi le millier d'entreprises soutenues, celle d'Issoire, Rochia, spécialisée dans la transformation de condiments comme l'ail. Ici, une aide de 376 000 € a été attribuée pour permettre de doubler la production du site, réduire les dépenses énergétiques et renforcer la sécurité des ateliers. C'est quelque chose entre 1 an et 1 an et demi d'investissement qu'on va pouvoir faire en plus de ce qu'on investit nous-mêmes aujourd'hui sur nos fonds propres. Et ça, c'est essentiel pour le développement, c'est essentiel pour satisfaction des clients et c'est essentiel pour prendre des nouveaux business. Il y a des aides aux entreprises, mais aussi aux communes pour soutenir leurs projets d'investissement local. À Maringues, par exemple, c'est l'école de 1956 qui pose problème. Le bâtiment est une passoire thermique. On a pour plus de 40 000 € de chauffage chaque année. Donc on a choisi de construire un nouveau bâtiment, une nouvelle école. En 2020, dans le département du Puy-de-Dôme, 25 communes se sont partagées plus de 4 millions d'euros de dotation de l'État. Le 1er mars, c'est aujourd'hui et traditionnellement une date marquée par des changements de réglementation ou de tarifs. Depuis aujourd'hui, donc, les étiquettes qui indiquent la consommation électrique des appareils électroménagers ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Vont-elles nous aider à y voir plus clair et vont-elles inciter les fabricants à produire des appareils plus sobres en énergie? Regardez cette enquête d'Elena Despatureaux et Jean-Philippe Equette. Une nouvelle étiquette pour y voir plus clair. Donc là, je change l'étiquette énergétique pour mettre la nouvelle qui est en vigueur depuis aujourd'hui. Et donc cet appareil qui était classé A+ sur l'ancienne étiquette devient un classement F sur la nouvelle étiquette énergétique. Une note dégradée pour ce frigidaire, car les critères de performance énergétique ont été durcis. 25 ans après sa création, l'étiquette est simplifiée avec une échelle de A à G. Elle sera obligatoire sur les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les lave-linges et les téléviseurs. Objectif, mieux comparer les produits. Car avec l'ancienne étiquette, tous les appareils de dernière génération étaient systématiquement classés A. Les consommateurs étaient perdus. C'est pas clair. Moi, j'en ai sous mon frigo, mais je vous dis sincèrement, ça ne me dit rien du tout. À partir de A jusqu'à A++, on comprend pas vraiment. Pas trop la différence. On comprend pas bien l'utilité des plus. Justement, sur la nouvelle étiquette, les mentions plus sont supprimées. Autre changement, en haut à droite, ce QR code pour mieux guider le consommateur. Qui me permet d'accéder à une page me donnant toutes les informations sur l'étiquette énergétique, mais bien plus, comme les températures de lavage, essorage, la durée des programmes, etc. Le consommateur va pouvoir retrouver ce type d'informations dans tous les pays d'Europe. Le but, c'est aussi d'encourager les industriels à créer des produits plus innovants et moins gourmands en énergie. Nous, dans notre test comparatif, par exemple, nous avons déjà des fabricants qui nous ont rappelés en disant « Non, ce modèle-là, avec la nouvelle étiquette, a une trop mauvaise note. Nous ne voulons pas, pour des questions d'image, qu'il apparaisse en rayon, donc nous le retirons. » Cette nouvelle étiquette devrait permettre de réaliser des économies, en moyenne 150 € par an et par foyer. Quittons les grandes surfaces et l'électroménager pour les supérettes du coin de la rue. À quoi ressembleront-elles dans quelques années? Pour le savoir, nous sommes partis en quelque sorte faire de l'espionnage industriel en Suède. Là-bas, il existe déjà des centaines de mini-supermarchés dans lesquels les problèmes de distanciation sociale ne se posent pas vraiment. Reportage au nord de Stockholm, Axel Kariou et Jean-Yves May.
Au milieu de la campagne suédoise, là où les villages ne comptent que quelques dizaines d'habitants, ces drôles de containers poussent comme des champignons. Des supermarchés automatiques, sans employés. Comment fonctionnent-ils? Comment expliquer leur succès? Peuvent-ils se développer en France? Dans un hameau isolé, à 200 km au nord de Stockholm, cette mère de 3 enfants part faire ses courses. Là, on va au magasin automatique. C'est vraiment tout près de chez moi. Sinon, le supermarché le plus proche est à une demi-heure de route, à 20 km d'ici. Et ça, c'était l'épicerie du village. Mais elle a fermé il y a 1 an. Un commerce qui ne faisait pas assez de chiffre d'affaires pour survivre. Mais depuis quelques semaines, voici la nouvelle solution qui dépanne les habitants. Le voilà, notre magasin automatique. Pour entrer à l'intérieur, j'utilise mon téléphone. L'application mobile de l'enseigne est reliée au compte bancaire de la cliente. Il suffit de taper un numéro secret pour ouvrir la porte. Le magasin fait 15 mètres carrés, avec du choix, 550 produits. Vous avez des concombres, des poivrons, des oignons, des surgelés. Et même les fameux hamburgers suédois qui ont beaucoup de succès. Chaque fois que l'on prend un article, il faut le scanner avec son smartphone. À la fin des emplettes, le ticket de caisse s'affiche, un clic et c'est payé. Mais vous pourriez voler plein de choses. Oui, mais il y a des caméras. Et puis en plus, pourquoi faire? Tout le monde connaît tout le monde ici. Et ce magasin me rend service, donc je n'ai pas envie de faire ça. Ici, les prix ne sont pas plus élevés que dans un hypermarché classique. Comment est-ce rentable au milieu de nulle part avec parfois moins de 40 clients par jour? La réponse tient en un prénom, Domenica, une employée à tout faire qui n'a pas le temps de traîner. Chaque jour, elle passe moins d'une demi-heure dans le magasin. Elle fait le ménage, vérifie les stocks, remplit les rayons. En fait, je m'occupe de 4 magasins en plus de celui-ci. Une seule employée pour 5 points de vente, ça fait de grosses économies de main-d'œuvre. Et donc, oui, c'est rentable. Et ce n'est pas le fondateur de l'enseigne qui dira le contraire. En 2 ans, cet homme d'affaires a ouvert 24 mini-supermarchés automatiques. Un pari audacieux. Tout va bien, mais pas franchement risqué. Un magasin, c'est comme un mobil-home. Il est simplement raccordé à l'électricité. Si vous vous êtes trompé d'endroit, vous débranchez tout, vous mettez le magasin sur un camion et vous le déménagez ailleurs. Ça prend 1 heure, on l'a déjà fait 2 fois. Et le succès est tel que des mini-supermarchés comme celui-ci, il s'en ouvre 1 par semaine en Suède. Désormais, 4 enseignes se partagent cet immense marché. À 250 km de là, voici justement une enseigne concurrente et un client fidèle qui arrive à ski. On est en pleine pandémie, je travaille depuis la maison, la voiture est en rade. Au moins là, je peux faire mes courses au coin de la rue. Le patron, c'est lui. Il n'a que 22 ans. Ici, vous avez des fleurs fraîches, de la viande de l'agriculteur du coin. 22 ans et déjà une dizaine de magasins. Il était à peine majeur lorsqu'il a ouvert son tout premier dans son propre village. Quelques économies investies, un petit emprunt bancaire et 4 ans plus tard, une grande fierté. Je suis heureux que ça marche et que ça aide la communauté. D'accord, ici, il n'y a pas d'employés à qui vous pouvez parler. Mais vous finissez par connaître tous les autres clients du magasin. Ça devient quand même un lieu de rencontre. Alors, serait-ce une solution dans les campagnes françaises? Pour l'instant, chez nous, ce type de magasin est très rare et existe uniquement près des zones industrielles et des cités étudiantes. Car la grosse différence, c'est l'utilisation du smartphone. En France, seule la moitié des plus de 65 ans en ont un. Une barrière technologique que la Suède a surmontée il y a bien longtemps. En France, il existe depuis plus d'1 siècle et demi le célèbre timbre rouge qui orne nos enveloppes prioritaires, celles qui sont livrées en 24 heures. Va-t-il bientôt disparaître? C'est le patron de la Poste lui-même qui s'interroge. Ce timbre est de moins en moins utilisé. Le nombre de lettres a diminué de moitié ces 10 dernières années. Justine Corbillon, Linda Huret et Fabienne Moncel. Dans la vie, il y a des priorités. Et quand il s'agit d'envoyer un courrier urgent, voici les vôtres. Là, je l'envoie à la Sécu. Les impôts. L'assurance. À mon comptable. Mais ce geste est devenu rare.
En 2010, les Français envoyaient une 50aine de lettres prioritaires chaque année. Aujourd'hui, plus que 5 par an. L'envoi de courrier en général s'effondre. 18 milliards de lettres s'adressaient en France en 2008, plus que 7,4 milliards l'an dernier. Même la traditionnelle carte postale n'a plus le vent en poupe. Aujourd'hui à Marseille, dans cette boutique de souvenirs, là tout à l'heure j'ai vendu une carte postale, c'était exactement celle-ci. À une clientèle très ciblée. C'est toujours principalement des personnes assez âgées. Comme Pierre et Carmen qui font de la résistance. Enfin, ils préfèrent surtout quand ils reçoivent des lettres. Bonjour papy, on t'embrasse. On les garde un certain temps sur le frigo. Quant aux rares jeunes qui s'intéressent aux cartes, nous on les envoie pas, juste on les accroche pour les décorer en fait, pour décorer l'appart, tout ça. Elles n'achètent donc pas de timbre. Pendant ce temps-là, la Poste, elle, doit continuer à honorer sa mission de service public. 6 jours sur 7, partout en France, depuis des décennies, les courriers urgents sont envoyés de nuit, en quelques heures. 0 mise en route sur Toulouse. Avec à l'époque une certaine fierté des agents. On est bon. Mais aujourd'hui, ce modèle n'est plus du tout rentable. Les transporteurs et les facteurs continuent à se déplacer quotidiennement, alors que les courriers urgents représentent moins de 5% des lettres. C'est pour cela que l'iconique timbre rouge est aujourd'hui menacé. D'ailleurs, chez nos voisins suédois ou italiens, cela fait déjà quelques années qu'il a été abandonné. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis une dizaine de jours, le printemps pointe son nez, en tout cas dans plusieurs régions. Il faisait 18 degrés, par exemple, cet après-midi, sur la côte méditerranéenne. Les plages, les clubs de sport nautique, normalement fermés en cette saison, sont pris d'assaut, ce qui provoque une augmentation du nombre d'accidents. Illustration dans le Var et les Alpes-Maritimes, Anouchka Fliller et Didier Laborde. C'est une première. Vincent Grenoblois, de 38 ans, arrive à glisser debout sur son kitesurf. J'ai commencé samedi. Cette année, on ne peut pas faire de ski. Et je me suis dit que cette année, j'allais essayer le kitesurf. C'était l'occasion. Jusqu'à la digue, Vincent, jusqu'au bout. Cette année, pas de ski alpin, pas de voyage à l'étranger. Alors les Français s'essayent au sport nautique en hiver. Ce moniteur a pu reprendre du service. D'habitude, je ne travaille pas en février, tout simplement. Et puis là, comme il y avait de la demande, je me suis dit, allez hop, je me remets au boulot. Ce qui attire aussi les amoureux de la glisse, c'est cette nouvelle discipline, le wing foil. Wing pour une aile légère qui se tient à la main. On pompe un peu et c'est parti. Sous la planche, le foil permet de se soulever hors de l'eau quand on prend de la vitesse. Cécile, débutante, est conquise. On traverse une période actuellement où c'est un petit peu compliqué de faire autre chose. C'est très ludique. On a tout de suite les sensations, tout de suite une prise en main, parce qu'en fait, il y a une prise directe avec le vent. Seul inconvénient... Pas trop froid. Si, très fraîche. Heureusement, on bouge. Malgré le soleil, il fait seulement 12 degrés dans l'eau. La mer Méditerranée, souvent d'huile, peut s'agiter brusquement et surprendre les vacanciers. Les gendarmes appellent à la plus grande prudence. C'est considéré un engin de plage. Et vous devez bien faire comme vous le faites là, rester dans les 300 mètres. Le nombre d'opérations de sauvetage a triplé par rapport à la même période l'année dernière. On se retrouve avec des gens qui ont besoin de sortir un peu. Il ne faut pas surestimer sa condition physique. Les chances de survie dans ces conditions-là sont 8 fois inférieures aux conditions estivales. Même pour une petite sortie en paddle le long de la côte, toujours porter une combinaison et avoir un moyen d'alerter les secours. Comme tous les soirs, je vous propose d'assouvir nos envies d'évasion. Ce soir, la découverte est à la fois historique et gustative. La ville de Modica, en Sicile, est célèbre dans le monde entier pour son chocolat, dont la recette n'a pas changé depuis plusieurs siècles. Nastasia Haftman et Lorenza Pensa nous livrent les secrets de fabrication de cet or noir sicilien. C'est une des villes les plus gourmandes de Sicile, la baroque Modica. Avec ses églises, ses rues escarpées, mais c'est surtout son chocolat qui fait sa renommée. Chacun sa préférence, fondu. J'aime bien le chocolat chaud. Quand il est noir comme ça, j'adore. Nappé sur un biscuit ou dans un savoureux gâteau. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est bon, c'est fondant, c'est délicieux, voilà. Son secret réside dans la cuisson. 45 degrés maximum. Du cacao, du sucre, un peu d'épices, et c'est tout.
Ici, les tablettes sont encore réalisées à la main. Ça, c'est la forme originale. C'est la juste dose pour faire 4 tasses de chocolat. Et vous voyez, quand on la casse, on voit que cette tablette est très différente. Elle est moins compacte que les autres chocolats et on voit les éclats de sucre. Oui, ça brille. Oui, c'est ça. Ça rappelle un peu la pierre précieuse. La famille Bonaiuto trempe dans le chocolat depuis 6 générations. La plus vieille fabrique de Sicile. Je dis toujours que j'ai grandi avec le parfum de chocolat que préparait mon grand-père. Donc j'ai certainement un peu de cacao dans le sang. Seule innovation du petit-fils, une vingtaine de nouveaux parfums. Orange, mandarine, citron, gingembre. On est venu ici exprès pour eux, parce qu'on dit que c'est le meilleur chocolat. Un chocolat sicilien, mais les fèves de cacao, elles, viennent du Pérou ou encore du Venezuela. D'ailleurs, la recette aussi vient tout droit d'Amérique latine. Elle est importée ici au XVIe siècle par les conquistadors espagnols qui règnent sur l'île italienne. Depuis, le chocolat fait fondre ses habitants. Moi, je me souviens, ma mère m'envoyait l'acheter à la chocolaterie. Et on prenait toujours celui à la cannelle ou à l'orange. Dans la ville, on ne manque pas d'imagination pour le sublimer. C'est Ignacio qui réalise la plus étonnante des recettes. Elle est vieille de plusieurs siècles. On essaie de préserver la tradition. Un gâteau au chocolat de Modica et son ingrédient surprise, du bœuf. C'était pour cacher la viande dans la nourriture des frères missionnaires qui devaient beaucoup voyager pendant le carême. Ça s'appelle des empanatillés. Ça vient de l'espagnol empanadas. Encore une trace de la présence espagnole sur l'île. Pour un dessert 100% sicilien. C'est une saveur unique, c'est difficile à décrire. Qui le goûte une fois en devient fou. Moi, j'en envoie même à des amis en dehors de la Sicile. Le chocolat de Modica, un produit rare, peu exporté. Pour le goûter, ne vous reste plus qu'à grimper ces collines du sud de la Sicile. Nous irons bientôt, dès que ce sera permis. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux très nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir, ma chère Alexia Maillère. Bonsoir. Ce soir, de très nombreuses questions qui concernent nos déplacements et nos sorties hors du domicile. Celle-ci, pour commencer. J'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Je n'ai plus aucun symptôme. Je suis guéri. Je dois effectuer un voyage à l'étranger, mais mon test PCR est toujours positif. Puis-je tout de même partir? Eh bien non, Gilles, si un test négatif de moins de 48 ou 72 heures est exigé, vous ne pourrez pas vous déplacer si votre test est positif et c'est le ministère de l'Intérieur qui nous le dit. Vous êtes également nombreux à nous poser des questions sur les motifs impérieux qui permettent de voyager vers un pays extérieur et l'espace européen. Quels sont ces motifs impérieux? En effet, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. La liste exhaustive est disponible à cette adresse sur le site du ministère de l'Intérieur, précisément sur les attestations de voyage que vous aurez à remplir. Il existe par exemple des motifs familiaux comme rendre visite à une personne dont le pronostic vital est engagé, des motifs aussi de santé ou professionnels, et puis des motifs encore plus précis comme ceux prévus pour les étudiants qui s'installent sur le territoire ou les ressortissants non européens qui retrouvent leur résidence principale en France. Enfin, cette dernière question d'une téléspectatrice. Nous devions partir en famille en Thaïlande, au Laos. Voyage prévu en mars 2020, reporté par l'agence en novembre 2020, puis en mars 2021 et maintenant en octobre 2021. L'agence de voyage a-t-elle le droit de le reporter indéfiniment? Pouvons-nous être enfin remboursés? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous annulez, là, il faut justifier de circonstances exceptionnelles, comme la fermeture de frontières, par exemple, pour être remboursé. Soit c'est votre agence qui annule, et là, elle peut, en effet, vous proposer un report sans vous y contraindre. Le syndicat des professionnels du voyage nous l'assure. Et puis, si vous préférez être remboursé, vous pourrez l'être sous 14 jours. Merci beaucoup Alexia. Sur LCI, dans un instant, Elisabeth Martichoux reviendra sur la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes avec son invité Hervé Temim, avocat de Thierry Herzog, lui aussi condamné dans cette affaire.
Et puis sur TF1, dans un instant, la météo de Tatiana Silva, votre série Je te promets. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. À demain.